Mesdames, messieurs, jeunes d'ici et d'ailleurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Je vais vous faire part de mon incompréhension totale d'une situation. En juin 2023, les militaires au pouvoir à Bamako, sous forme d'injonction, demandaient à la force des Nations Unies, la MINUSMA, de partir sans délai. Hier, mercredi, ils se plaignent que la MINUSMA soit prête à partir alors que, justement, ils auraient voulu un calendrier beaucoup plus respectueux de leur propre agenda. Faut-il comprendre quelque chose à tout ça? Je n'aurai pas les réponses. Sans doute Christelle, elle pourrait avoir la réponse. Elle qui s'y connaît bien en analyse politique et militaire. Bonsoir André. Non, je vous taquine. J'espère que vous allez bien. Ça va plutôt Assurément bien. que ce sujet-là sera posté un jour sur cette table. On en parlera. Et qu'on en parlera, évidemment. bien sûr, évidemment. On en parlera. Bonsoir, chers tous. Daouda, bonsoir. Je dis Daouda. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, Vous bonsoir allez bien? André, ça va? Élisée Bolouve, bonsoir. En fait, Barry, hein, Daouda est un peu mais en plus clair. Et je vais très bien. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Et André. notre belle Bonsoir, et Élisée. ravissime Sarah. Oh, merci. De ce rouge, oh my God. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde. Et le Bonsoir, vrai André. Daouda, bonsoir. Je sais que tu es amoureuse de moi, c'est pas bien grave. Moi aussi, je t'aime amoureuse. Ah N'est-ce ouais? pas? Ne meurs pas surtout. Te Vive. quiero mourir. Ça se fait des déclarations d'amour. Oui. sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? On parlera de blanchiment d'argent et bien sûr de financement du terrorisme, la lutte, comment elle est engagée. On parlera également de cette interdiction qui a été levée par l'Inde. Et puis, on fera évidemment un petit clin d'œil à la situation sécuritaire au Niger, sans oublier qu'on parlera du PDCI tout à l'heure avec notre invité. Bonsoir à tous, merci de vous installer. Mesdames, Messieurs, lutte contre le terrorisme, des choses qui pourraient inquiéter des pays comme les nôtres. Parfois, on s'interroge, est-ce qu'on a tous les moyens qu'il faut pour lutter contre les petits trafics, lutter contre les transferts d'argent dont on ignore l'origine? Eh bien, un rapport Tout à tente de fait. s'alarmer de la situation, Christelle. Exactement. Il s'agit donc des propos du colonel Idrissa Touré, directeur général de la cellule nationale de traitement des informations financières et correspondant national du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA. Il nous dit qu'il existe un fort risque de financement et de survenance de terrorisme dans les régions nord et nord-est de la Côte d'Ivoire, André. Faut-il s'en inquiéter, les amis? Très important, on en parle justement. Daouda, réaction. Oui, effectivement, pour ceux qui se rappellent encore, il y a quelques mois, même l'année passée, on a eu des attaques terroristes au niveau de Kafolo, de Toubor et d'autres villes du nord. Et ces villes du nord-là sont enclins aux terroristes quand on sait qu'aujourd'hui, nous partageons près de 1500 km avec deux pays frontaliers, notamment le Mali et le Burkina, qui sont enclins à ce même terrorisme-là. Quand on regarde tout ça, ces terroristes ont besoin de financer aussi leurs opérations. Et pour financer leurs opérations, généralement, ils s'adonnent à des activités qui sont souvent en griffe. C'est illégal. Illicite. L'orpaillage clandestin. Et souvent même, ils vont dans l'élevage de bétail, ils vont même jusqu'à rançonner des gens, ce qui n'est pas véritablement intéressant. Et quand on passe dans toutes ces sphères-là, ces gens-là aussi utilisent de l'argent qui est sale, dont on ne connaît même pas la traçabilité. Voici ce que je peux dire pour le moment, en laissant les autres aussi donner leur avis sur la question. Sarah, cette problématique posée par le colonel Touré est très importante pour notre sécurité en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Pour rejoindre ce que disait Daouda, c'est vrai qu'après les attaques de 2020 et de 2021, on connaît peut-être un calme assez relatif depuis, mais la menace existe toujours, elle est permanente, surtout à nos frontières vers le nord. Et c'est vrai qu'il y a des sources de financement qui existent pour ces groupes terroristes armés. Et ils vont les chercher en lisant ce rapport, en s'intégrant, si vous voulez, un peu dans le tissu économique de la région, en se rapprochant et dans un premier temps en menaçant des commerçants, des éleveurs, notamment dans le bétail, etc., pour trouver des sources de financement. Et ce rapport met un petit peu ça en lumière et maintenant ce serait intéressant de peut-être discuter des solutions, des outils qu'on devrait peut-être renforcer ou développer
pour stopper ces sources de financement, justement. Et je pense que l'une des premières priorités sur lesquelles on devrait peut-être se pencher, c'est de coopérer avec le Burkina Faso, par exemple, donc une coopération intrafrontalière, afin d'identifier ces gens-là et leur activité surtout, parce que certains vont développer des activités et créer des sources de financement au Burkina Faso pour ensuite blanchir ça en Côte d'Ivoire, et inversement. Donc c'est vraiment une coopération militaire entre les deux pays qui pourrait nous aider un petit peu à identifier Très bien, ces merci Sarah. Barry, mais justement, on se pose la question, comment on peut parler de terrorisme et à la fois de trafic et de blanchiment d'argent? Comment ces deux choses arrivent à être liées? Effectivement, les deux sont liés en ce sens que les groupes terroristes, quand on regarde comment ils occupent l'espace social, ils ciblent généralement des zones où il y a une absence de l'État. Et quand on regarde les zones décrites dans le rapport du colonel Traoré, le nord, le nord-est, ce sont des zones qui, il y a moins de 10 ans, étaient occupées par l'ex-rébellion des FAFN. Ce qui veut dire que l'État de Côte d'Ivoire, pendant une dizaine d'années, était absent de ces zones-là. Il y avait même des entreprises à l'époque qui étaient le fleuron de l'industrie ivoirienne, qui étaient dans ces secteurs, qui ont malheureusement fermé, ce qui, du coup, a entraîné la jeunesse de cette zone-là dans une forme de vulnérabilité. Et quand on voit le mode opératoire des groupes terroristes, généralement, ils ciblent ces jeunes en état de vulnérabilité et en retour, ils identifient un certain nombre de secteurs d'activité dans lesquels ils pourraient investir pour avoir de l'argent et financer leurs actions sur le terrain. Et aussi, quand on regarde la zone en question, il y a le parc national de la Comoé qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, qui est une zone difficilement accessible. Et généralement, il y a aussi des zones d'orpaillage clandestins dans ces zones-là. Récemment, même, on parlait de 2 gendarmes ivoiriens qui avaient été appréhendés au Burkina à la poursuite d'orpailleurs clandestins. Donc, il faut que l'État prenne à bras le corps le phénomène, parce que c'est comme ça qu'ils ont commencé ailleurs. Et le rapport, il sonne comme une alerte, en fait. Très bien. Alors, Élisée. Bon. Mais Élisée, sur ça, Barry vient de nous dire que ça sonne comme une alerte. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de faire face à ce type de phénomène? Et justement, qu'est-ce qu'il fait dans cette région pour montrer sa présence? Bon, déjà, je ne dirais pas que le rapport sonne comme une alerte, en ce sens que ce rapport qui a été évoqué par le colonel, c'est un rapport qui ne date pas de maintenant, en fait. Voilà, c'était dans la télé, il nous rappelait un fait en réalité. Mais justement, à partir de ce rapport, un ensemble de dispositifs a été mis en place par le gouvernement pour apporter une réponse à la menace terroriste. On se rappelle bien le PSGouv, le programme social du gouvernement, sur son axe 1, relatif à la fragilité en zone frontalière. Il y a un ensemble de mécanismes coordonnés par le ministère de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui, avec plus de 19, 20, ils sont 23, je crois, 23 ministères sectoriels qui travaillent sur la question, et particulièrement sur cet axe-là, parce qu'au lancement en 2022, je me rappelle du PSGouv 2, en 2022, dans la région de Tougbo, effectivement, moi, j'ai eu à échanger avec des jeunes dans la zone et qui disaient qu'il y arrivait des moments où des gens sont venus vers eux pour leur proposer soit 500 000 francs, soit une moto pour intégrer effectivement ces groupements terroristes-là. Et justement, c'est parce que le gouvernement, ayant connaissance de ce rapport, a mis en place tout ce dispositif-là, parce que la réponse à la menace terroriste n'est pas seulement militaire, mais elle est aussi, je dirais, économique, sociale. Donc voilà, en même temps qu'on a la réponse militaire, mais il faut accompagner aussi de la réponse économique et sociale. Et à ce niveau-là, je pense que l'État a mis quand même un certain dispositif qui a salué aujourd'hui, qui produit des fruits. Ce qui veut dire que pour, par exemple, la période de la CAN, et même après avoir écouté monsieur du ministère de la Jeunesse pour le programme 3, voilà, déployé avec le succès qu'on a, ce genre de rapport ne pourra plus donc arriver sur la table en Côte d'Ivoire. Non, mais vous savez, la menace terroriste, elle est permanente. On est dans une zone quand même sahélienne. Vous savez un peu, la menace, elle est généralisée. Surtout qu'à nos frontières, on a des pays quand même qui aujourd'hui sont en proie au terrorisme. Donc on ne peut pas dire qu'on va croiser les bras et puis on a déjà combattu, on a déjà vaincu le terrorisme. Tant
on n'aura pas définitivement mis fin aux actions terroristes, que ce soit dans le Sahel, c'est-à-dire les pays qui sont nos pays frontaliers, ou bien que ce soit chez nous-mêmes, on ne peut pas dire qu'on a déjà vaincu cette menace-là. Il faut toujours rester en éveil et je crois que les pouvoirs publics en sont nettement conscients. Voilà pourquoi ils se donnent un ensemble de moyens, en plus de l'aspect militaire, mais des moyens économiques pour pouvoir vraiment résorber la question. Non, je suis Sarah ? tout à fait d'accord avec ce que Élisée précise. En plus de renforcer la sécurité militaire, etc., investir davantage dans des plans économiques et sociaux. On l'a entendu ici plusieurs fois par des personnalités politiques qu'on a invités sur ce plateau. C'est absolument primordial. Tout partout, il y a une absence de l'État, tout partout, il y a une absence d'écoles, de routes, de systèmes de santé, etc. Tout ça peut malheureusement amener des gens à basculer du mauvais côté. Donc la réponse sur le plan social et économique est absolument primordiale, si ce n'est pas même d'ailleurs l'action la plus importante que le gouvernement peut entreprendre pour vraiment lutter contre le terrorisme de manière efficace sur la durée. Très bien, merci Sarah. Daouda, dites-nous, aujourd'hui on parlait de la capacité de l'État, non seulement à s'attaquer aux problèmes là-bas, mais parlons de la traçabilité des fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, nos mécanismes pour tracer les différents circuits des fonds, ces mécanismes-là sont très robustes? Non, je ne pense pas que le mécanisme de traçabilité de l'argent soit robuste en Côte d'Ivoire parce que même si l'État fait des efforts pour essayer de contrôler cela, mais aujourd'hui, moi, je suis surpris. En Côte d'Ivoire, on voit des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, qui viennent dans des lieux publics, sortis de gros billets, des liasses, on le voit. On voit des gens, par exemple, où en moins de 6 mois, un immeuble R+5, R+6, R+10 sorti des terres, on ne sait pas. Également. Oui, on ne sait pas d'où provient l'argent. Je me rappelle encore, il y a quelques années, quand on partait à la banque pour déposer au-delà de 2, 3, 4 millions, on te demandait de justifier. Mais aujourd'hui, les gens déposent, mais il n'y a rien. Ça existe toujours. Non, ça existe Ça toujours à la existe banque. toujours. Ça Le existe processus existe toujours. Ben, moi, je pense dans une banque, je ne dirais pas le nom, mais ce n'est pas comme ça. Mais je veux dire, au-delà de ça, aujourd'hui, que ce soit les boulangeries, les entreprises qui souvent sont pratiquement fermées, mais on te dit, ça travaille. Donc je veux dire, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du CENTIF, puisse jeter un regard sur ce genre de situation et appeler les uns et les autres à ne... L'argent, ça ne se passe pas comme ça. Bon, je pense Sarah. que les banques ont une responsabilité, ça c'est sûr, et je pense qu'elles jouent quand même leur rôle en ce qui concerne les transferts de fonds, etc. Au-delà d'un certain montant, il faut justifier pourquoi est-ce qu'on retire autant, pourquoi est-ce qu'on dépose autant, d'où vient l'argent, etc. Sur ce plan-là, je pense que les banques font leur rôle. Moi, le souci, je pense qu'il est plutôt à un autre niveau, c'est que le taux de bancarisation n'est pas assez élevé. Et donc, il y a énormément de cash qui circulent et on ne peut pas en vouloir aux gens parce que le marché est constitué de cette manière. Il n'y a pas assez le taux de bancarisation est assez faible et c'est sur ce sujet-là, sur ce plan-là qu'on devrait un peu plus peut-être se pencher afin que tout le monde ait accès à un compte bancaire. Le problème, c'est aussi, il faut le dire, le coût. Ça coûte de l'argent d'avoir un compte bancaire, il y a des frais à payer. Ça ne coûte rien pour toi, Daouda, mais pour un agriculteur qui va gagner moins que le SMIC par mois, et puis en plus, il y a le taux de... Non, mais ce que j'ai dit concernant le compte bancaire, pour ouvrir un compte, c'est gratuit. Donc tu y mets ton argent selon ce que tu as. Mais ensuite, Mais la après, gestion n'est Non, pas les gratuite. comptes, je vous assure que les comptes d'épargne, il n'y a aucun frais dessus. Non, Sauf si- essayons de restituer le débat. Ce qu'on dit, c'est forcément pour quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui les Orange Money, mais en tout cas les mobile money, etc. marchent bien? Parce qu'à un certain moment, pour les gens, c'était très... Il y a plus de flexibilité. C'était plus de flexibilité, ça ne coûte pas cher par rapport à une banque, etc. Donc ça, on l'a compris, c'est l'une des raisons, en tous les cas, de la faiblesse du taux de bancarisation. Mais il faut qu'on se retourne, parce qu'on continue toujours de parler de ce sujet, on se retourne vers vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut alimenter dans ces zones-là, parce qu'il faut qu'on en parle, vous avez parlé d'orpaillage clandestin, quelles sont ces choses-là, ces faiblesses qui peuvent alimenter le financement du terrorisme et vers lequel il va falloir qu'on prête beaucoup attention? Tout à l'heure, il y a Élisée qui a cité les réformes qui ont été menées par le ministère de la Jeunesse C'est et ça. de l'Emploi jeune. Ce Je programme pense- contre voilà. les fragilités en zone nord. Donc, il faut continuer à renforcer et à mettre en exécution ces plans-là. Parce que, comme je l'ai dit, les groupes terroristes, ils s'implantent là où il y a vulnérabilité. Très bien. Ils s'implantent où il y a chômage. Et quand on arrive au nord du pays, vous voyez des jeunes, par exemple, éleveurs, c'est des gens qui ne vont pas à l'école. C'est des gens qui n'ont pas de boulot à part le bétail. Donc, facilement, il peut accorder son oreille à quelqu'un qui lui
propose un montant conséquent plus une moto, puisque c'est comme ça qu'ils ont opéré dans la sous-région. C'est ça. Donc, il y a vraiment un plan même de développement économique à prévoir dans toutes ces régions-là. Je pense que c'est déjà fait, parce que l'État a pris le phénomène à bras le corps. Même quand on regarde sur le plan sécuritaire, le Nord est devenu une zone militaire spéciale. Il y a un état-major particulier là-bas qui gère les opérations. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas un phénomène qu'on peut vaincre du jour au lendemain. C'est un exercice continu. Et l'exercice continu, il est multidimensionnel. Il est économique, il est sécuritaire, il est politique, il est social. Parce qu'il y a le dialogue intercommunautaire qu'il faut renforcer. Parce qu'il ne faut pas... On sait tous qu'il y a des conflits généralement entre les agriculteurs et les éleveurs. Et les gens ont tendance à confondre ça en conflit intercommunautaire alors qu'en réalité, ce sont des conflits fonciers. Donc, il faut travailler sur ce axe-là aussi. Alors, en fait, ce sur quoi moi aussi... D'accord. Élisée, alors mon point, à cette rencontre-là, les hommes religieux ont été ciblés, porteurs de messages envers leur population. Pourquoi pensez-vous que l'opération se tourne véritablement vers les hommes religieux? Non, bon, ils font partie de la cible, en fait. C'est fait à dessein, parce que quand vous regardez un peu comment est-ce que, ou du moins les argumentaires sur lesquels les mouvements terroristes se basent pour pouvoir attaquer, ils évoquent pour certains le volet religieux, la plupart du temps. Et ils l'évoquent et ça devient un prétexte pour eux pour radicaliser une partie des jeunes. Et on sait aujourd'hui que les leaders religieux dans nos communautés ouest-africaines et particulièrement en Côte d'Ivoire sont beaucoup écoutés. C'est des personnes quand même qui ont une certaine influence sur la population. Donc il est important déjà d'entretenir ceux-là, de leur faire prendre conscience de la menace qui prévaut. Et comme on sait que c'est des oreilles qui sont, pardon, c'est des personnes qui sont beaucoup écoutées, on se dit que certainement, à partir d'elles, elles peuvent sensibiliser, contribuer à intégrer la notion de faire attention à cette menace-là. D'où l'importance de sensibiliser ces leaders religieux et qui, je pense, aujourd'hui, quand même, ont joué le jeu avec les pouvoirs publics en Côte d'Ivoire. Au Nord, pour moi qui y ai été quand même, et pour les retours quand même qu'on a eu de certaines personnes, vraiment, ils jouent le jeu, ils participent, en tout cas, ils sensibilisent, et même, ils donnent la version réelle de l'islam. Je vais sur la base de l'islam, parce que c'est ce qui est un peu plus... La version réelle de l'islam qui n'est pas forcément celle qui est propagée par les groupements terroristes. Très bien. Daouda, vous voulez rajouter un petit point? Non, c'est bon, tout a été dit. Voilà, sur ce rapport qui a été donné dans le cadre d'un séminaire, mais en tous les cas, c'est un rapport sur lequel le FMI a participé, ainsi que toutes les instances qui luttent contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. On voulait vous en faire part. Tout est parti de juillet 2023. C'est bien sûr l'Inde qui avait commencé à se poser des questions sur sa capacité donc, à nourrir les autres parties du monde. Et donc, beaucoup ont eu peur. Est-ce que cela allait déclencher une crise alimentaire mondiale? Mais il y a quelques jours, l'Inde nous a dit on va calmer le jeu avec certains pays, on pourra avoir des accords. Est-ce qu'on peut se prononcer là-dessus sur ce plateau, Christelle? Bien sûr. Alors, la bonne nouvelle est tombée, comme André le disait. L'Inde donc, exportera du riz blanc non basmati vers 7 pays. Et rassurez-vous, la Côte d'Ivoire fait partie de ces 7 pays-là. Super. À côté de la Côte d'Ivoire, nous avons donc les Seychelles, la Guinée, le Cameroun, les Philippines, le Népal et la Malaisie. Voilà, c'est ce qu'a indiqué un décret du gouvernement indien publié le 18 octobre 2023. Alors, Daouda, vos réactions par rapport à cette particularité faite à ces 7 pays, parce que ça a été discuté pays par pays en fonction des besoins. Bien la sûr. Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Mais déjà, votre regard? allons déjà, d'après même les données statistiques, même là, quand on regarde, déjà la Guinée a importé pour 800 000 tonnes de riz indien en 2022 pour 284 millions. J'ai reviné en Côte d'Ivoire. De dollars, pardon. Voilà, de dollars. La Côte d'Ivoire, nous, on a importé pour 417 millions de dollars pour environ 1,2 tonnes. Ça veut dire qu'on a véritablement besoin de ce riz-là. Quand on sait que le riz est la céréale qui est la plus consommée dans les ménages ici en Côte d'Ivoire. Et j'avoue que lorsque ça a été suspendu, ça a été un choc. Un choc pour tout le monde, parce que tout le monde courait. Le riz a commencé à flammer un peu de partout. Mais après discussion, nous sommes en griffe l'un des plus gros clients de l'Inde. Et aujourd'hui, ils se disent, bon, on va discuter avec eux, parce que si on coupe, finalement, on va assister à une crise humanitaire dans certains pays. J'avoue que pour moi, c'est une bonne chose qu'ils ouvrent, mais il est important aussi que nos États, surtout pour la Côte d'Ivoire, qu'on puisse prendre conscience que même s'ils ouvrent, il faut qu'on trouve des solutions palliatives pour avoir du riz, pour être souverain de façon alimentaire.
Alors, Sarah, la Côte d'Ivoire fait partie de ces 7 pays-là. Bonne nouvelle. Oui. Quel regard vous faites là-dessus et surtout aussi, après, in fine, Oui. quelle solution à l'interne? Non, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre de calmer, je dirais, les prix peut-être qui ont quand même assez flambé suite à la décision qu'ils ont prise en juillet dernier. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ça reste une mesure exceptionnelle. Ils n'ont pas réouvert en fait leur marché comme avant. Après, en fait, la décision, il faut savoir que la décision en juillet dernier de l'Inde de ne plus exporter de riz, pas qu'en Afrique d'ailleurs, mais dans quasiment tous les pays partenaires, elle fait suite à des inondations, des problèmes de récolte, etc. Donc pour des raisons de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, je dirais, ils ont décidé logiquement voilà, d'arrêter les exportations pendant un temps jusqu'à ce que leurs réserves atteignent des niveaux corrects, etc. Et du coup, ça a eu un effet assez automatique chez nous. Les prix ont flambé, etc. L'Inde reste l'un des premiers producteurs mondiaux de riz avec la Chine. C'est le deuxième producteur mondial. C'est plus de 140 millions de tonnes chaque année. Donc forcément, c'est un partenaire très important pour la Côte d'Ivoire. On importe énormément de riz de l'Inde chaque année. C'est des millions de tonnes chaque année. Donc forcément, il y a un impact direct sur notre niveau de stock, de consommation et de prix. Là, le fait qu'exceptionnellement, ils réouvrent, j'ai envie de dire, les portes, on va dire. Les portes, ça va nous permettre dans un premier temps, alors oui, de peut-être absorber cette hausse de prix, mais surtout reconstituer nos stocks parce qu'ils sont redescendus à un niveau assez bas. Mais il faut quand même savoir qu'on produit un peu en Côte d'Ivoire. On distribue même régionalement en petite quantité. Mais on reste très fortement dépendant des gros producteurs comme l'Inde et la Chine. Donc, comme le disait Daouda, il y a vraiment une urgence à augmenter notre niveau de production locale, régionale aussi. C'est toute la région qui paye une facture de 4 milliards de dollars chaque année. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, on dépense 4 milliards de dollars chaque année pour acheter du riz importé alors qu'on pourrait le transformer chez nous. Quand Sarah nous a dit tout ça, vous dites, Élysée, au regard de ces 4 milliards, est-ce qu'au fond, ce n'était pas une bonne nouvelle quand on nous avait un peu sevrés? Ça allait nous pousser à, j'allais dire, nous mettre un peu au travail. Mais, André, on dirait que tu lis dans mes pensées textuellement, parce que ça, pour moi, c'est une solution conjoncturelle, alors qu'il faut arriver à une solution structurelle. On ne peut pas, sur du long terme, continuer à vivre de cette manière, comment dirais-je, vivre selon le bon vouloir de l'étranger. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un certain moment, surtout qu'on sait que le riz est, comme il a dit, la denrée alimentaire la plus prisée dans nos ménages. Mais si on le sait, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tous les moyens? C'est vrai qu'il y a une stratégie nationale de production de riz qui a été adoptée depuis des années et qui aujourd'hui... un accord avec la Corée. Oui, qui a été signé hier. Tout à fait, voilà, pour, je crois, ouais. environ 80 milliards de francs CFA et tout ça qui doivent être injectés dans la production du riz en Côte d'Ivoire. C'est vraiment de ça qu'on a besoin. Dollars, oui. C'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'on ne pourra pas, sur du long terme, demeurer dans une logique d'importation. Ça ne sera pas possible parce que ça va nous empêcher nous-mêmes de nous développer à un certain niveau. Il faut qu'on aille véritablement et résolument. Et je pense que c'est le message même qu'a donné le président de la République hier, la feuille de route. J'ai encore le discours devant moi, la feuille de route qu'il donnait au président Mambé, au Premier ministre Mambé Bégré. Excusez-moi du lapsus. Voilà. Donc cette feuille de route a été très claire. Il lui a demandé de mettre en œuvre les mesures qui permettront le plus rapidement possible de pouvoir remonter pour tout ce qui concerne les productions agricoles, notamment le riz et puis les productions vivrières. Parce qu'on ne peut pas, c'est indéniable. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative que de produire ce que nous consommons et de le produire en quantité suffisante. Barry, cette décision est une décision exceptionnelle. Oui, c'est une décision exceptionnelle qui, sur le court terme, peut être positive pour nous. Mais je veux dire que cette situation avec l'Inde doit nous interpeller parce qu'on parle de sécurité alimentaire, on parle aujourd'hui de hausse de prix. Il ne faut pas être l'otage des marchés mondiaux parce que quand vous êtes un otage du marché mondial, vous êtes soumis à une pression et cette pression-là peut partir d'un onde de choc. On a tous vu en début d'année la question du blé avec la Russie, tout à fait, où tout le monde se plaignait, la farine, le prix a augmenté. C'est parce que justement, sur le plan local, là, on n'a pas de solution alternative. La Côte d'Ivoire a été un pays qui, à une époque, à la fin des années 70, était autonome en riz. Donc pourquoi avec ne pas... Voilà, avec le miracle ivoirien. Donc ça veut dire que s'il y a la volonté, on peut le faire. Et la volonté, elle commence à prendre forme parce que le gouvernement a entamé un certain nombre de réformes dans le cadre de la production de riz. Mais au-delà du riz,
pour moi, c'est toutes les cultures vivrières qu'il faut renforcer. Parce que ce n'est pas seulement le riz. En Côte d'Ivoire, on consomme du manioc, on consomme d'autres céréales. Donc, il faut une politique vraiment globale pour toutes ces cultures vivrières, pour qu'on soit à l'abri de la surprise. Parce que demain, la Chine peut se retrouver dans une situation où on dit, bon, elle bloque toute importation de... Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que ce n'est pas pour cela, justement, que ces attributions ont été rajoutées au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui devient ministère d'État ministère de la production vivrière. Non, c'est clair que l'État prend en compte toutes les critiques qui sont faites au quotidien. On a vu immédiatement, mais là où on attend le ministère, ce n'est pas sur le nom. C'est sur les actions. Il vient juste d'avoir les actions qu'il va poser à l'avenir. Barry, c'était juste hier ou avant-hier qu'il a eu. Je me projette. J'attends les actions. C'est du facta non verbal. Vous répondre. Sarah, réaction. Oui, très rapidement par rapport à ça, c'est tout à fait vrai, mais il faut se rappeler aussi qu'on avait il n'y a pas très longtemps encore un ministère de la promotion du riz qui était dédié à ça. Je pense que le souci, c'est que le gouvernement a pleinement conscience qu'on doit augmenter nos niveaux de transformation locale dans énormément d'autres commodities, pas que dans le riz d'ailleurs. Et on le fait, et on l'a fait. Et on le fait très bien, mais à un certain niveau, on s'arrête. Pourquoi? Parce que le souci, c'est plus de se dire, OK, renforçons ces activités de transformation locale, etc., mais se dire comment, une fois qu'on a nos produits locaux, comment est-ce qu'on compétitionne avec les produits qui viennent de l'étranger? Parce que quand on produit notre riz local et qu'on le vend à X prix et que vous avez du riz qui vient de l'Inde, de la Chine, avec une qualité supérieure et avec un prix compétitif, là, ce n'est plus une question de problématique de il faut transformer plus avec ce qu'on a, c'est comment on protège nos entrepreneurs locaux de la compétition. C'est très intéressant, Sarah. Du coup, on va poser la question à vos amis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de l'Inde, tout ça, on n'est pas aussi en train de protéger une forme de cartel des gens qui sont des importateurs de riz qu'on protège au détriment de la production locale, Daouda? Non, moi je ne pense pas forcément qu'on protège un cartel. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le riz local en Côte d'Ivoire, le kilo coûte combien? On est pratiquement à 800, 900. Donc moi, en tant qu'Ivoirien, quand je regarde le riz de 900 francs, excusez-moi, je préfère prendre le riz indien qui va me coûter 500 francs parce que je veux manger. Donc ce n'est pas une question de cartel. Il faut qu'aujourd'hui aussi, en Côte d'Ivoire, nos producteurs au niveau local aussi, ils soient compétitifs. Il faut que le prix soit compétitif. Si ce n'est pas compétitif, excusez-moi, on ne pourra pas payer. Daouda, une fois que vous dites que le prix doit être compétitif, Christelle, on peut poser la question, comment on fait? Est-ce que l'État joue son rôle d'accompagner les producteurs? Mais justement, merci beaucoup. Mais vraiment, aujourd'hui, je pense que tu es dans ma pensée. D'accord. Non, mais justement, parce que en fait, ces prix-là sont à ce niveau. Pourquoi? Mais rendez-vous dans un champ de producteurs de riz ivoirien, puis vous allez voir tous les efforts qu'il fournit au quotidien. Vous allez voir le coût de production même déjà du riz, mais il ne peut pas le vendre moins que ça. Mais s'il est accompagné, s'il est aidé, s'il est soutenu comme il se doit, qu'il produit dans les mêmes conditions que ceux qui produisent en Inde, il fera moins que... Élisée, on reste avec vous. Oui. Comment est-ce qu'ils produisent? Comment ça se passe? Moi, je n'ai pas été dans un champ de riz. Et peut-être que ceux qui nous regardent n'ont pas été. Qu'est-ce qui se passe là-bas pour qu'on puisse avoir 900 francs? D'accord. Dans un premier temps, déjà même la superficie. C'est une grande superficie, mais les conditions même de travail sont des conditions rudimentaires. Ce n'est pas des productions qui sont mécanisées. Voilà, c'est vraiment avec, disons, de façon manuelle et autres, la plupart des producteurs. Avec tous les risques qui vont avec. Quand vous finissez ça, déjà, la production, la protection de la récolte, ils n'ont pas je dirais, le mécanisme qu'il faut ou bien les éléments qu'il faut pour protéger la récolte. Donc, ils perdent même une bonne partie de la récolte d'abord. Ça fait un. Les intrants, vous savez, sont devenus très chers depuis la crise russo-ukrainienne. Donc, aujourd'hui, pour qu'ils puissent même s'approprier les intrants déjà pour pouvoir travailler dans leur champ, c'est faramineux. Pour ces petits exploitants-là, c'est pratiquement la croix et la bannière. Et après, donc, après Borchamp, ils luttent maintenant pour vendre leur production. C'est des riz padis. Il faut maintenant les décortiquer. Il faut aller les rendre en riz blanc comme tout le monde le fait. C'est encore des coûts. Mais quand ils finissent de faire ça, ils ne peuvent pas vous le vendre à 200 ou à 300. C'est impossible. Permettez. Partagez-vous la parole. Élisée, vous avez terminé? Je veux réagir rapidement. Non, mais si n'a pas terminé, permettons qu'elle réagisse quand même. Pour réagir à ce que tu dis, parce que c'est le cœur du sujet, et je pense que tu réponds en fait même toi-même à la problématique. Le problème, c'est que
un entrepreneur local qui va produire du riz, il ne peut pas être compétitif à cause justement de tous ces coûts extra. La mécanisation n'est pas au top, ça empêche l'entreprise d'être rentable. Les intrants sont beaucoup trop coûteux comparés à dans un autre pays. Donc c'est à partir de là qu'on doit se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Quel est le rôle du gouvernement? Est-ce que les subventionner toute une vie, ce n'est pas possible? Donc il faut un accompagnement technique, il faut des investissements dans des machines de mécanisation précises qui vont aider, si tu veux, ces entrepreneurs à produire à moindre coût et donc à être compétitifs avec ça. Ensuite, moi, je ne suis pas pour qu'on produise que localement et qu'on achète 100% localement. On a besoin que des produits de l'étranger viennent pour justement créer cette compétition, chercher à améliorer la qualité. C'est important juste qu'il y ait un bon équilibre entre ce qui est produit localement et ce qui est importé de l'étranger. Très bien, ça me fait penser, je suis peut-être un peu nostalgique, mais ça me fait penser à la Sodérie, André. Bien sûr. À cette époque-là où la Côte d'Ivoire était autosuffisante, pourquoi ne pas ramener par exemple un tel mécanisme? On n'avait pas une démographie aussi galopante, une urbanisation exponentielle actuellement. Nous sommes obligés de mettre des Ça, c'est la première lecture de Daouda, mais ça ouvre encore un large débat sur lequel nous reviendrons. Rappelez-vous, les amis, sur ce plateau et chez vous, c'était fin septembre, le président français Emmanuel Macron a annoncé que les militaires français allaient partir du Niger. Où est-ce qu'on retrouve encore les militaires français? Au Niger, plutôt au Tchad, en Côte d'Ivoire et dans quelques pays. Alors, qu'est-ce que cela va changer dans l'approche sécuritaire du côté du Niger? C'est une question qu'on se pose quand même sur ce plateau, Christelle. Voilà, le convoi est bien et belle sortie. Ils sont bien sortis du Niger, en sécurité, en coordination avec les forces nigérianes, a donc expliqué le colonel Gaudière. Il est bien arrivé sans problème particulier. Ils ont quand même fait 3000 km², 9 jours de trajet et ils sont arrivés. Bari, réaction. On peut dire, Dieu merci, rien ne s'est passé, ils sont bien sortis. En fait, on prend acte de ce qui s'est passé. Voilà, les militaires, la junte a demandé à ce qu'ils partent. Le gouvernement français a acté la décision de la junte. Les militaires français vont se replier dans un pays où historiquement ils avaient une base, c'est le Tchad, et où actuellement il y a de très bonnes relations entre la junte tchadienne et le gouvernement français. On a vu le tapis rouge déroulé au président Mahamat Déby et fils, qui est chef de la junte tchadienne, je précise junte parce que là-bas aussi c'est des militaires qui sont au pouvoir. Maintenant, le défi au niveau sécuritaire, je pense que le Niger est un partenaire dans le domaine logistique et dans le renseignement. Vous pensez, pour vous renseigner là-dessus, ce partenaire de perdu, ça peut changer véritablement le rapport de force sur la ligne de front face aux terroristes? Pour le moment, on ne peut pas dire que ça va changer le rapport de force, mais il peut y avoir une réorientation stratégique. Je veux dire que la France apportait un renseignement technologique aux FAN, aux forces armées nigériennes. Maintenant, vu qu'il n'y a plus ce renseignement technologique, ils peuvent décider d'orienter leurs moyens dans le renseignement humain, qui est encore plus accessible et plus efficace dans notre zone. Et aussi, il y a les États-Unis qui sont au Niger, à Agadez, c'est au nord, c'est à 1500 km de Niamey, mais ils ont des drones. Mais avec les dernières tensions entre le gouvernement américain et la junte militaire au Tchad, au Niger, est-ce que le gouvernement de transition ne va pas demander aux Américains de partir? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Élysée, d'un point de vue sécuritaire, selon vous, votre analyse, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que comme on le constate tous, c'est déjà acté, les forces françaises sont parties. Donc la sécurité du Niger ou même maintenant de l'armée nigérienne, ils n'ont pas d'autre alternative que de prendre en main cette sécurité-là. Mais on est tous conscients quand même que l'armée française au Niger jouait un grand rôle, notamment dans le renseignement, comme on l'a dit tout à l'heure, et dans certains aspects de la logistique. Donc ça, c'est dit qu'ils ne pourront plus en bénéficier. Mais comme je le dis, si on veut regarder un peu ce qui s'est passé au Mali et notamment au Burkina, on n'exclut pas éventuellement que le Niger se tourne vers d'autres partenaires extérieurs qui pourraient l'accompagner dans, je dirais, la mise en œuvre de sa stratégie sécuritaire. C'est des choses aussi, des éventualités qu'il ne faut pas écarter. Mais d'une manière ou d'une autre, une chose est sûre, c'est que le départ des forces françaises restera quand même quelques séquelles. Ça, c'est certain. Daouda? Moi, je pense qu'au-delà de ce que mes confrères viennent de dire, le plan sécuritaire, mais allons sur le plan régional. Aujourd'hui,
sur le coup, on ne pourra pas dire les effets, l'impact. Mais à long terme, je suis sûr que le départ de l'armée française de cette zone qui, comme ils le disent, aidait de façon logistique, aidait de façon en matière de renseignement, forcément, ça va avoir un impact. Parce qu'au niveau de la sous-région, regardez tout le Sahel, Burkina, Mali, même la Guinée, il y a un coup d'État. On ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Au Niger aujourd'hui, donc forcément, la sous-région sera déstabilisée. Daouda, mais écoutez, ils vont revoir leur coopération, leur stratégie, et il semblerait qu'ils pourraient avoir le soutien de leurs partenaires russes. Ça peut Mais changer tu les parles choses. de partenaires russes, mais revenons un peu en arrière sur la question du blanchiment de capitaux. Mais aujourd'hui, si on n'arrive même pas, quand on sait qu'aujourd'hui les blocs sont en train de se diviser, comment est-ce qu'on peut coopérer avec des pays où des terroristes sont en train de blanchir des capitaux à tout va? C'est ça qui est le plus important, parce que si nous sommes dans le même microscope, dans le même espace, c'est plus facile la coopération. Mais là, un côté va à l'est, l'autre côté va à l'ouest. Finalement, comment va se faire la coopération, mon cher André? Sarah, comment va se faire cette coopération? Les blocs sont tracés, c'est pas clair que c'est pas très sûr que ça change. Nous avons un Niger qui pourrait collaborer avec la Russie. Comment est-ce que vous entrevoyez tout ceci? J'ai envie d'un peu de le ramener dans le contexte international actuel qui est quand même assez critique. Là, on assiste par exemple à une situation très inquiétante au Moyen-Orient, qui est si la guerre, les atrocités que l'on observe aujourd'hui s'étendent dans tout le Moyen-Orient, c'est une possibilité. Il va forcément y avoir des mouvements de force et des déplacements qui auront leur impact en tout cas sur notre continent. Et du coup, je pense que ça fragilise peut-être un petit peu la position du Niger s'ils sont un jour dans le besoin de devoir créer une alliance forte et importante. Parce que si dans ce cadre-là, il y a plusieurs pays qui sont en guerre dans une autre partie du monde, je vois les choses un petit peu de manière complexe, j'ai envie de dire. En tout cas, le cas du Niger et de toute la région d'ailleurs, je pense que c'est un cas d'école pour la France. C'est une sorte quand même de défaite politique. Le rejet de la présence militaire s'est un peu traduit en rejet de la France complètement. Donc aujourd'hui, si la France veut continuer à créer ces partenariats, comme ils disent, gagnant-gagnant avec les pays d'Afrique de l'Ouest, il va falloir complètement repenser la façon dont on s'intègre et on crée ces partenariats. Très bien. On voit bien que Barry veut rajouter un petit quelque chose. Seconde. Je veux dire, le Niger, historiquement, il n'a jamais été fermé avec la Russie. Les relations de coopération militaire, la Russie même vend plus d'armes au Niger que la France ou les autres pays occidentaux. Donc ça ne sera pas nouveau. Ce ne sera pas nouveau. C'est peut-être l'arrivée de Wagner qui sera nouveau. Qui pourrait changer. Voyez-vous, mesdames, messieurs, depuis que nous avons donc ouvert cette émission aux alentours de 19h02, on a parlé donc de coopération pour arrêter les petits filous, les petits malins qui vont blanchir de l'argent. On a parlé après de coopération entre les pays, l'Inde, tout ça pour le riz. Et puis on termine là notre première partie sur le Niger. C'est dire qu'au cœur de tout ça, c'est le dialogue des peuples, le dialogue entre les différents pays. Et on va mettre une pause justement à notre plateau. À tout à l'heure. Et nous vous retrouvons, j'ai l'habitude de vous dire, de nous retrouver sur les canaux 206 pour le bouquet Canal+, et le canal numéro 6 pour la TNT. Mais j'oublie très souvent le live Facebook qui vous permet de nous avoir partout dans le monde. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à échanger avec nous en même temps que nous sur comment va le monde et comment nous trouvons que la situation évolue. Elle est bel et bien là, hein, Christelle. Elle va jamais me faire défaut. Bah ouais, je suis là avec mon bon café à côté, voilà. Alors, avant de partir avec notre invité, nous allons tendre la perche à Sarah avec la chronique Écovision. Aujourd'hui, elle nous parlera des pays africains les mieux placés parlant de transparence fiscale, Sarah. Tout à fait, merci Christelle. Le 9 octobre dernier, donc, il y a un rapport qui a été publié qui concerne l'indice mondial de la transparence des dépenses fiscales, le GTETI, qui a été publié. L'indice mesure précisément la transparence ainsi que la responsabilité des pays en matière de gestion des dépenses fiscales. Au niveau mondial, c'est la Corée du Sud qui occupe la première place, suivie de, je vous laisse peut-être deviner, les deux autres pays. Après la Corée du Sud en première position. Le Japon? La Chine. Ça aurait pu. Singapour. Non. Singapour. Vous y êtes presque. La Chine? Non, c'est pas l'Asie, c'est le Canada. Ok. Et ensuite, on a les Pays-Bas. Et sur le continent africain, eh bien, c'est le Bénin
suivi tout de suite du Niger et de la Tunisie qui figurent sur le podium du classement. Le Maroc et le Cameroun sont respectivement en 4e et 5e position, et 19 et 25e position au niveau mondial. Viennent ensuite le Burkina Faso en 6e position sur le continent africain, l'Ouganda, le Rwanda en 8e position, puis vient enfin la Côte d'Ivoire, 9e en Afrique et 49e au niveau à l'échelle internationale, suivi du Mali. Et un peu plus loin, on retrouve le Nigeria, qui est quand même l'une des plus grandes économies africaines. Et elle est classée 17e sur le continent et 59e au niveau mondial. Alors clairement, leader sur le continent, le Bénin décroche la première place, mais aussi la 8e place au niveau mondial, juste après les États-Unis et l'Italie. Et selon le rapport, le Bénin a l'un des systèmes fiscaux les plus transparents. Pourtant, en 2015, le Bénin était classé 15e au niveau africain et même 83e au niveau mondial. Et c'est selon le directeur général des impôts, ceci est vraiment le fruit des réformes qui ont été mises en place par le gouvernement depuis 2016. Ils expliquent également que début septembre, il y a eu un séminaire qui a été organisé par l'UMOA, donc l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui regroupait plusieurs administrations fiscales de la sous-région. Ils avaient tous apprécié effectivement le rapport du pays. Maintenant, comment ce rapport peut quand même surprendre, je dirais, pour certains pays, notamment le Niger, qui se trouve bien avant d'autres pays africains. Je pense qu'il est important que j'apporte peut-être quelques précisions sur les critères et comment cet indice en fait est constitué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le critère principal, c'est vraiment la disponibilité déjà des rapports, la disponibilité de l'information et des données, le cadre institutionnel et la méthodologie utilisée. Donc, si vous regardez un petit peu de plus près ces critères, vous comprenez qu'il ne s'agit pas forcément en fait, de l'usage des dépenses, comment est-ce que ces dépenses-là sont utilisées, mais plutôt la qualité des rapports et le compte rendu de ces rapports. Donc le but, ce n'est pas vraiment d'analyser ce que l'on fait avec nos dépenses, mais plus s'assurer que ces dépenses fiscales sont transparentes, parce qu'elles sont considérables. Elles peuvent représenter 4% du PIB ou bien même un tiers des revenus collectés sur les taxes, c'est énorme, et certains pays n'ont même pas de rapport. Donc une fois qu'on a compris cela, on comprend un petit peu mieux le classement et pourquoi certains pays apparaissent trop bas et même pas du tout sur la liste, parce qu'ils sont tout simplement paralysés par le fait qu'il y ait une faute de données en fait. Donc ce qu'on retient tout de même pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a encore un peu de travail à faire, je dirais notamment pour améliorer le système de reporting, tout comme pour le Nigeria, c'est des puissances économiques quand même assez importantes et qui, je le suis sûre, sont capables quand même de se conformer aux règles de collecte de données. Très bien. Merci Sarah. Merci Sarah pour cet éclairage sur justement ce que c'est que la transparence fiscale. Évidemment, il serait bon que notre pays monte un peu plus haut dans le classement. Ce serait la preuve que nous progressons sur cet indice-là. Notre invité est avec nous. Pourquoi? Parce que vous le savez, depuis le mois d'août, le PDCI est contraint d'opérer un certain nombre de changements au cœur de son organisation. Comment le parti s'organise et pourquoi faut-il qu'il s'organise? Les raisons. On en débattra sans doute avec notre invité. Très bien. Bonsoir Jean-Yves Esso. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA et votre rêve, c'est de voir un PDCI conquérant pour 2025 avec Tidiane, Jean-Louis et Thierry Tano aux commandes. Voilà. Vous estimez que ces trois personnages-là pourraient donner un autre visage et pourquoi pas faire gagner le PDCI. Première question pour vous. Tidiane, Jean-Louis et Thierry. Concrètement, qui est-ce que vous voyez comme président, Monsieur Jean-Yves Esso? Écoutez, déjà merci de m'offrir ce plateau très connu et très, très suivi. Je vous dirais que le PDCI a un problème de riche. Parce qu'effectivement, vous venez de citer, et il n'y a pas que ces trois-là, vous venez de citer une belle brochette de la nouvelle génération du PDCI. On ne peut pas se plaindre de cadres comme Jean-Louis Billon, comme Thierry Tano et comme Tidiane Thiam. Tout à fait. La question essentielle, c'est de savoir comment on fait pour sortir de l'opposition. Ça fait 23 ans qu'on est dans l'opposition. Comment on fait pour y aller? Voilà la question essentielle. C'est comme un entraîneur de football. Il regarde son banc et il choisit, si ce n'est le meilleur, en tout cas la meilleure composition
qui permettent de faire tomber l'adversaire. Très bien. Je passerai peut-être la parole aux autres, mais vous ne répondez pas à la question, Jean-Yves Esso. Justement, moi, c'est sûr que je revenais. Vous avez fait un top 3, même s'il y a une belle brochette. Monsieur Billon, Thierry Tano et Tidiane Thiam. Est-ce que finalement, dans vos subconscients, ce n'est pas Billon que vous voyez comme président? Écoutez, moi... Le classement est déjà fait, un peu quand même. Mais vous savez... Il a mis Thiam en premier. Il a mis Thiam en premier. Non, mais vous savez, moi, je n'ai pas la langue de bois. Hein. Je me suis déclaré, ça va faire maintenant 1 an et demi, 2 ans. J'ai une préférence pour Tidiane Thiam, ça je l'ai annoncé. Mais moi, je ne suis qu'un membre du bureau politique parmi 2500. Le collège électoral du Congrès, c'est 7500 personnes. Alors, que vaut ma voix parmi 7500 personnes qui vont voter? Mais c'est clair que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on est dans l'opposition, avec tous ceux qu'on a cités. Le seul élément nouveau qui apparaît dans le monde politique du PDCI, c'est M. Tidiane Thiam. Alors pourquoi ne pas essayer un nouveau? Très bien. Voilà. Alors, une question quand même. Le PDCI donc, est frappé par la disparition du président Henri Konan Bédié. Comment en interne on vit ce moment de démocratie qui va permettre justement au PDCI de montrer ce qu'il est comme parti? Comment on vit ça en ce moment à travers toutes ces instances, bureaux politiques, etc. Alors c'est ça, ce qui est extraordinaire au PDCI, c'est que malgré tous les problèmes qui surgissent autour du PDCI, parce qu'on a quand même, je vais essayer de vous rappeler, on a quand même une série de décès qui nous est tombée dessus. Exactement. On a commencé par le chef, par le patron. Ensuite, ça a été le numéro 2, donc le général Ouassénan. Juste derrière, on a eu mon jeune frère, de qui j'étais très proche, Pascal Bracquenand. De Dalois, juste derrière, on a le ministre Eugène Lasme, qui est mon oncle. Le temps de respirer un petit peu, on a le doyen Cheikh Nassila qui vient de partir. Donc, sans compter Lambert Kwasi-Konan. Sans compter Lambert Kwasi-Konan, effectivement. Alors, malgré toute cette escalade de décès, on a quand même montré une certaine vitalité au BPI, une certaine vitalité démocratique, parce que nos textes ont été respectés. Le lendemain de la mort du président Bédié, on a appliqué notre article 40 et notre article 43 du règlement intérieur. On a installé le nouveau président intérimaire, le professeur Koupli-Boni. Juste derrière, on a respecté les textes, puisque son intérim doit faire 6 mois. Donc, dans son intérim, au cours du BP, les membres du BP ont choisi clairement une date du congrès extraordinaire avant la fin de son intérim. Donc, tout ça dans le respect des textes. Et lorsque le congrès extraordinaire électif arrivera, un petit peu avant, on recevra toutes les candidatures des potentiels candidats du parti, et ensuite le vote se fera de manière très démocratique, et le gagnant l'emporterait, on le suivra. À propos, concernant le président du parti, qui sera voté, je crois, en décembre, selon ce qu'on a... Le 16 décembre. Voilà, selon ce qu'on a dit à la suite des conclusions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans le bureau politique, il y a des noms qui se dégagent, des personnes qui ont fait preuve ou bien qui ont manifesté une volonté de candidature, une velléité de candidature? Alors, pour l'instant, personne ne s'est déclaré, mais bien sûr, il y a des militants qui motivent la candidature de quelques-uns. J'ai entendu circuler le nom du professeur Maurice Kakogi-Kawe, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un monsieur qui connaît l'appareil du parti. Akosi Benjo. Depuis longtemps, monsieur Akosi Benjo. On vient de parler il y a 2 ou 3 jours de mon cher aîné, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, qui est tout à fait capable de candidater. Toutes ces personnes sont valables. Alors effectivement, il y a également des partisans du ministérium qui sont en train de se faire entendre pour qu'ils viennent dans la danse. Pardon, je réagis à propos du ministère. Je pense qu'on est dans la même longueur d'onde. On a vu que dans les critères, il y avait des critères qui avaient été dictés pour être président, et quelque part, on a lu qu'il fallait être président dans le bureau politique 10 ans sans discontinuer. Pensez-vous que le ministère le remplit? Est-ce qu'il y a pendant 10 ans sans discontinuer, il a été membre du bureau politique? Alors, moi, je n'ai pas à penser. On donne les faits. Alors, oui, les faits, justement, c'est les faits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de désinformation. C'est ça. Le ministre Tidiane Thiam est membre du bureau politique depuis 1996.
Voilà, il a été nommé au 10e congrès du BP en 1996. En plus de ça, il était rapporteur général de la commission transport, pétrole et énergie. Il était rapporteur général avec Begré Mambé qui était rapporteur général adjoint. Voilà, donc il est membre du BP depuis 1996. Il respecte pratiquement... Même si on compte et on s'arrête à 2006, il remplit les 10 ans. Il n'a vraiment aucun problème pour ça. Le seul élément, peut-être le seul candidat qui pourrait éventuellement avoir des problèmes avec ses 10 ans, c'est peut-être Jean-Louis Billon, parce qu'il est rentré au bureau politique à peu près en même temps que moi. Ça fait 8 ans, à peu près. Donc il n'a pas les 10 ans. Sinon, tous les autres candidats sont... Mais y compris, je vous donne la parole, y compris le fait qu'il payait régulièrement ses cotisations, parce que ça compte aussi. Ça compte, ah oui, tout à fait. Il payait régulièrement ses cotisations. Barry. Monsieur Esso, vous avez dégagé une brochette de candidats, comme mes prédécesseurs l'ont dit. On remarque que ces candidats ont la particularité d'être relativement jeunes par rapport à certaines personnalités d'envergure au PDCI, comme peut-être le ministre Émile Constant Bombé et d'autres. Est-ce que vous ne craignez pas une scission générationnelle au sortir de ce congrès? Alors, très bonne question. Je vais vous dire qu'au PDCI, nous avons l'avantage, et d'ailleurs c'est le seul parti en Côte d'Ivoire qui a cet avantage et cette particularité, c'est que nous avons plusieurs strates. Nous avons 3 strates, strates générationnelles au PDCI. Nous avons les dignitaires de plus de 80 ans. Ce sont ces personnes-là qu'on consulte régulièrement pour nous redresser la route, parce qu'on fait souvent des erreurs, hein, nous les jeunes. Donc on va les consulter régulièrement pour qu'ils nous redressent le torse. En dessous des dignitaires, nous avons les doyens qui sont de plus de 70 ans et moins de 80. Ce sont des gens comme les Guy Kawé, les Djidji Madi, etc. Des personnes qui connaissent le parti, des personnes qui maîtrisent le parti, des personnes même qui ont permis à des gens comme nous d'intégrer le parti. Moi, je vous avoue que c'est le professeur Maurice Kakou-Gikawe qui m'a coaché pour que je rentre en tant que membre du bureau politique et même inspecteur du parti. Donc, ce sont des gens qu'on consulte. Et juste derrière, on a la nouvelle génération. On a cette brochette-là de 50 à 70 ans qui regorge de beaucoup de talents. Tidiane Thiam, Thierry Tano, Billon, etc., etc. Nous, on est juste en dessous. On essaie de les pousser pour que derrière, on puisse prendre le relais. Sarah. Et tout se fait bien sûr dans l'entente parfaite. Sarah et après Daouda. Sarah. Oui, alors 2 petites questions. Tout à l'heure, vous avez mentionné Tidjam Thiam comme votre candidat personnel favori. Je voudrais juste savoir peut-être qu'est-ce qui motive ce choix, même si ça reste un peu personnel. Et puis surtout, au vu des résultats au niveau des élections locales, les résultats du PDCI, est-ce que vous pensez que le PDCI, justement, a vu les résultats, toujours sa forme d'antan? Voilà. Pardon, la fin de votre question. Sa forme d'antan, l'état de santé du parti d'un point de vue électoral. Bien évidemment, le PDCI a pris un coup. Quand on avait 52 communes et qu'on n'en a plus que 28, on voit que le PDCI a fait, je ne dirais pas de la résistance, mais de la résilience. Parce que c'est vrai qu'on perd le président Bédié, mais on ne perd pas que le président Bédié, on perd aussi sa poche, hein, parce qu'il nous aidait énormément. On l'a senti dans les soutiens pendant les candidatures. Le soutien du PDCI n'était pas très très lourd, très très fort. J'ai moi-même été candidat aux législatives en 2021 à Dabou. L'enveloppe qui m'a été remise est 2 fois ou 2 fois et demi plus importante que ce qui a été remis aux candidats de ces dernières élections. Alors c'est vrai que oui, on a pris un coup. Quand on avait 6 régions et qu'on n'en a plus que 3,5, puisque la 4e, on l'a eu avec le PPACI, la région de l'Anawa. Donc effectivement, on a pris un coup. Mais juste derrière ce coup, c'est une nouvelle naissance, avec tous ces jeunes qui sont en train de s'exprimer, qui sont en train... Alors c'est vrai que le président Bédié, moi je considère qu'il a fait un sacrifice suprême, parce que en présence du président Bédié, beaucoup de jeunes étaient obligés de rester sous son éteignoir, en attendant que lui, il donne les orientations. Avec ce décès, ce sacrifice ultime, c'est un signe qu'il nous donne. C'est un signe qu'il donne à la jeune génération pour faire revivre le parti. Moi, j'ai participé au BP d'il y a quelques jours.
j'en ai eu même des frissons, parce qu'il y avait une certaine vitalité, il y avait une vitalité très forte. Et vraiment, je sens que le PDCI est en train de renaître. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de la souffrance du PDCI. Même si le PDCI est en train de renaître, vous êtes dans le renouveau, mais vous avez connu une certaine souffrance avec ces élections-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI ne souffre pas, n'est pas en train de se prévaloir de ses propres turpitudes, où vous avez perdu le coche en 2020? Parce que je me dis, est-ce que ce n'est pas en 2020 que vous êtes resté à l'opposition jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'en réalité, le troisième pont qui valait à lui seul un deuxième mandat, est-ce que c'est parce qu'il vous a fait perdre et rester à l'opposition jusqu'à aujourd'hui? Je ne comprends pas la question. L'idée, pour moi, c'est que je vous demande clairement, est-ce que si le PDCI était parti aux élections en 2020, il ne serait pas au pouvoir aujourd'hui? Ah ok, d'accord. Bah, écoutez, si vous me demandez ça à moi, moi je donnais mon avis dessus. La politique de la chaise vide n'a jamais marché. J'ai été très déçu qu'on décide de faire un boycott. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, ce n'est pas depuis cette défaite, enfin, je ne dirais même pas défaite, puisqu'on n'y a pas participé, ce n'est pas depuis cette non-participation en 2020 qu'on est dans l'opposition. On est dans l'opposition depuis 2018, quand on a décidé de sortir du RHDP. C'est ça. Et donc, depuis 2018, nous fonctionnons comme des opposants. Avant ça, il y a des choses qu'on n'aimait pas trop, mais on ne pouvait pas trop parler, puisqu'on était dans une coalition. Était dans une coalition. Donc, j'estime que 5 ans d'opposition, d'opposition vraie pour le PDCI, nous a servi et nous a appris à mieux, comment dire ça, appréhender, à mieux négocier le tournant de 2025. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Ben justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous occupons d'abord de mettre nos fondations en place. Il nous faut un président. Après, nous allons partir à peut-être un congrès pour toiletter les textes. Les textes du parti. Après, nous allons peut-être partir, enfin pas peut-être, nous allons partir à une convention pour choisir le candidat du PDCI. Une fois qu'il sera choisi, toute la machine va se mettre en branle pour le lancer en campagne. Très bien. Élisée. Ok, votre dernière réponse me conforte dans la thèse selon laquelle, parce que je me posais la question de savoir si effectivement les 20 et quelques ans d'opposition dont vous parlez étaient réels. Mais là, avec votre dernière réponse, je me rends compte que c'est moins que ça. Ben, la question est la suivante. Tout à l'heure, vous avez stratifié un peu le PDCI. Et on s'est rendu compte que vous êtes arrêté de la période de 50 à 70. Est-ce que vous ne donnez pas de l'eau au moulin à ceux qui pensent qu'au PDCI, les jeunes n'ont vraiment pas de place en réalité si on n'a pas plus de 50 ans? Tout à fait. Alors, non. Moi, je vous ai stratifié les différentes catégories d'âge. C'est vrai que j'aurais pu continuer jusqu'à 20 ans. Mais à chaque niveau d'âge, les personnes font ce qu'elles doivent faire. Si jamais je ramène tout ça à mon ethnie, à Djoukrou, nous avons 7 classes d'âge. C'est stratifié. Chacun sait ce qu'il a à faire. Quand tu as 60 ans, tu es ce qu'on appelle un nébébou. Tu portes un chapeau, tu es le chef. Quand tu es en dessous de ça, tu prépares le chef. Entre 50 et 60, tu prépares le chef. Entre 40 et 50, tu apprends de ceux qui préparent le chef, etc., etc. Donc chacun a son rôle. Et je peux même dire que les jeunes en dessous de 50 ans sont en train de pousser très fort. Moi, j'ai la chance d'être dans la charnière entre jeunes et vieux, on va dire, hein, jeunes et moins jeunes. Alors, je peux vous dire que de 45 à 50 ans, et même de 40 à 50, les jeunes sont en train de faire revivre le parti. Dites-moi, juste avant de vous permettre, est-ce que finalement le PDCI n'est pas un parti qui a un peu peur de la démocratie? Parce qu'on ne comprend pas. Là, vous sortez d'un bureau politique qui met en évidence les règles du parti, etc. Mais personne n'a envie de se déclarer candidat. Il y a une forme comme ça de... Comme si on était tétanisé, on avait peur des règles de la démocratie. Est-ce que ça, ça ne ramène pas encore le PDCI à un trop vieux parti comme ça? Mais écoutez, moi je suis surpris de votre question, puisque tous les partis sont comme ça, et même d'ailleurs, au niveau des élections présidentielles, c'est toujours comme ça. C'est de la stratégie politicienne. Je ne connais pas un candidat à la présidentielle qui s'est déclaré un an avant. À part Jean-Louis Billon, qui a déclaré ses ambitions, ses velléités, qui s'est rétracté. Mais même le président Ouattara n'a jamais dit qu'il était candidat. Mais pour la gestion quand même du parti, on peut quand même avoir un peu de démocratie. Mais justement, mais c'est et de vie du parti. Mais c'est le respect de la démocratie. Parce que qu'est-ce que ce serait antidémocratique que de commencer à déclarer sa candidature alors que nous n'avons pas encore fini de structurer nos fondations?
tout le monde se tait, on structure les fondations, on a un président... Pour un vieux parti comme dès le qu'il vôtre, lâche- Il y a encore des structuré vos fondations à structurer. Non, mais nous avons perdu notre président. Donc derrière, ça a été un cataclysme. Donc derrière, Très bien. effectivement, c'est le premier bébé qu'on fait après le décès du président. Alors Jean-Yves Esso, quel est votre regard de l'alliance avec le PPACI? Alors, toute alliance est bonne lorsque les tenants de ces alliances sont honnêtes jusqu'au bout, que ce soit avec le PPACI, que ce soit avec d'autres partis. C'est clair que à deux, c'est mieux que tout seul pour combattre un géant. Et en face de nous, nous avons un géant. Alors, c'est vrai que si les alliances sont contre nature, si les alliances sont malhonnêtes, on sera obligé d'y aller seul. Mais c'est mieux d'y aller avec une aide. Barry. Et qu'en est-il de votre allié historique, le RHDP? Est-ce que dans un avenir proche, on ne peut pas y retrouver le PDCI dans une autre alliance avec Barry. le RHDP? Alors, merci pour cette question piège, mais je me rangerai tout simplement derrière mon président qui, avant son décès, a dit clairement, lors du 16e BP à Daoukro le 29 septembre, auquel j'ai participé, que toutes les alliances seront revues, scrutées, pour être sûres de se servir des expériences passées pour faire le meilleur choix. Donc la porte n'est pas fermée avec le RHDP. C'est le président qui a dit ça. C'est Oui. son héritage et je pense que et manifestement, vous allez marcher là-dessus. Tout à fait. Oui, j'aimerais juste revenir pour une dernière question. Quelles sont vraiment les chances du candidat Tidjane Thiam et est-ce qu'il ferait l'unanimité au sein du parti? Alors, là, vous posez la question à un convaincu. Alors, c'est vrai que je ne serais pas... J'ai envie de voir ça aussi, de mon vivant. Pardon? J'ai envie de voir ça aussi de mon vivant. Alors, c'est vrai que je ne serais pas Ce sera objectif. intéressant. Mais pour moi, Tidjane Thiam est le meilleur candidat possible que le PDCI n'a jamais eu à présenter à une élection présidentielle. Très court. Il pourra supporter de sa poche comme le président Bédier? Bah, écoutez, je C'est vais le pas prix à étaler... payer. Voilà, c'est le prix à payer. Je pense qu'il en est conscient. Mais moi, Je pense coup de qu'il est- question je pense de qu'il est prêt Daouda. pour ça. coup de question parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur candidat selon vous, M. Thiam. Est-ce que pour vous, quand on regarde, il y a une certaine forme de bicéphalisme au PDCI, est-ce que c'est bien pour lui de partir comme président du PDCI quand on sait qu'il peut être le candidat du PDCI en 2025? Non, vous savez, les critères de présidence du parti ont été calqués aux critères plus ou moins, aux critères de l'élection présidentielle. Il n'y a aucun texte écrit dans nos statuts qui empêche le président du parti de se présenter. Alors, lorsqu'un président qui se présente à la présidence du parti remplit tous les critères, c'est parce qu'on a estimé que c'est le meilleur. Alors, si c'est le meilleur pour le parti, ça veut dire qu'automatiquement, il respecte les critères présidentiels. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on aille choisir quelqu'un d'autre? Donc, la logique voudrait que ce serait bien de prendre le parti, de le restructurer, d'apporter un nouveau logiciel. C'est de ça qu'on a besoin. Voir quelque chose de nouveau, faire fonctionner le parti comme une grande entreprise où chacun aura des missions, aura des suivis et évaluations. Enfin voilà, que les jeunes... Mais s'il échoue à la commencent présidence, il rentrer peut dans le échouer parti et ensuite travailler. s'il échoue à la présidence du parti en tant que candidat, s'il perd là-bas, est-ce qu'il a ses chances d'être candidat du parti? Et certains Non, mais- même estiment qu'il n'a pas trop d'expérience. il Non n'était mais pas attention, très là et non mais tout. là on rentre dans la fiction. Voilà, Et moi, je ne Emmanuel pense Très pas bien. je ne pense pas que s'il y va, il va échouer. Je pense que tout ce qu'il a tenté, voilà, tout ce qu'il a tenté de faire, il s'est donné les moyens pour réussir, Très bien. de toute sa carrière. Très bien. Très bien. Nous étions avec vous, Jean-Yves Soessis, membre du bureau politique et inspecteur du PDCI-RDA. À vous, nous avons posé la question comment le PDCI prépare son renouveau. Et vous avez tenté d'y répondre en disant tous ont leur chance et tous s'y emploient. Bien sûr, avec à leur tête le président Philippe Koupli-Boni qui évidemment assurera les choses jusqu'au prochain congrès. Merci en tous les cas d'être Merci venu à nous vous. parler de ce parti important Merci pour notre beaucoup. pays, comme tous les partis d'ailleurs. Hein. Merci Christelle. Merci André, merci Daouda. Sarah, merci beaucoup. Élisée, merci. Jean-Yves Esso, merci. Merci à vous. Barry, merci. Christelle. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles, à Maï, à Rassis. Merci à la technique, à la réalisation Eliane Lagonde. On se retrouvera donc pour la dernière émission du Grand Talk. Demain, c'est déjà vendredi. Ce sera le week-end. La dernière de la Merci. semaine. La dernière de la semaine, voilà. Merci beaucoup. À demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.